Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes 2025 de l'Institut de formation Germiès-Rieux du CHRU de Lille, je vais vous présenter la formation au diplôme d'aide-soignant. Cette formation est régie par 3 arrêtés. Le premier, du 7 avril 2020, sur les modalités d'entrée en formation aide-soignant. Le deuxième, du 10 juin 2021, relatif à la formation elle-même, ce qui a conduit à changer le programme de dispensation de la formation dans les instituts, ce qui est le contenu de notre réforme. Puis un dernier, du 9 juin 2023, sur le fonctionnement des instituts et la formation en elle-même. Cela a amené des éclairages sur la formation en précisant certains aspects. Tout d'abord, la définition du métier d'aide-soignant. En tant que professionnel de santé, l'aide-soignant est habilité à dispenser des soins de la vie quotidienne ou des soins aigus pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et dans le cadre d'une responsabilité partagée. 2 notions importantes dans la définition autour des notions de soins quotidiens et de soins aigus, ce qui peut montrer la place de l'aide-soignant tant en extra-hospitalier qu'en hospitalier, mais également la notion de collaboration avec l'infirmière dans le cadre d'une responsabilité partagée. Auparavant, nous parlions de délégation de la part de l'infirmière sur l'aide-soignant. Cela permet de replacer la place de l'aide-soignant dans le binôme avec l'infirmière. 3 missions spécifiques de l'aide-soignant qui ont du sens avec la définition précédente. Nous retrouvons l'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne, notre cœur de métier, mais aussi une collaboration au projet personnalisé dans le champ des compétences et la prévention des risques ainsi que le raisonnement clinique interprofessionnel. L'aide-soignant n'est pas un exécutant, mais rentre bien dans la dimension de collaboration avec les différents professionnels de santé autour du patient. Il existe 3 parcours de formation. Le premier est le parcours complet, sur l'entièreté des blocs de compétences, une formation donc de 11 mois. Le deuxième, un parcours allégé, pour les parcours partiels, avec des allègements de blocs possibles selon le parcours initial de l'élève, au travers des bacs A2SP, SAPAT, diplôme AVF, diplôme AES, diplôme ambulancier, diplôme ARM, etc. Puis, un troisième parcours de complément de formation pour les unités manquantes à revalider. La formation a une durée de 11 mois et contient 5 blocs de compétences avec 10 modules d'enseignement théorique, soit 770 heures de formation en parcours complet. Le bloc 1 contient le module 1 et 2, le bloc 2 contient le module 3, 4 et 5, le bloc 3 contient le module 6 et 7, le bloc 4 contient le module 8, le bloc 5 contient le module 9 et 10. De plus, en complément, il faudra l'acquisition de 11 compétences pratiques sur les différents stages. Il y a donc le bloc 1, qui est l'accompagnement et les soins de la personne dans les activités de la vie quotidienne et de sa vie sociale, qui se décline en 2 compétences, la compétence 1 et la compétence 2. La compétence 1 étant l'accompagnement d'une personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne, de la vie sociale. Personnaliser cet accompagnement à partir de l'évaluation de leur situation personnelle et contextuelle et apporter des réajustements nécessaires. La compétence 2, quant à elle, sera l'identification des situations à risque lors de l'accompagnement de cette personne, mettre en œuvre des actions de prévention adéquates et les évaluer. Le bloc 2 permettra l'évaluation de l'état clinique et la mise en œuvre de soins adaptés en collaboration. Il se divisera en 3 compétences. Compétences 3, 4 et 5. La compétence 3 sera l'évaluation de l'état clinique d'une personne à tout âge de sa vie pour adapter sa prise en soins. La compétence 4 sera la mise en œuvre de soins adaptés à l'état clinique de cette personne. Et la compétence 5 sera l'accompagnement de la personne dans son installation et ses déplacements, en mobilisant ses ressources et en utilisant les techniques préventives de mobilisation, ce qui sera autour de la manutention. Le bloc 3 sera sur l'information et l'accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants.
divisé en 2 compétences. La compétence 6, qui est établir une communication adaptée pour informer et accompagner la personne et son entourage, et la compétence 7 sera sur l'information et la formation des pairs, les personnes en formation et les autres professionnels. Le bloc 4 sera sur l'entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériaux liés aux activités en tenant compte du lieu et de la situation de l'intervention. Divisé en 2 compétences, la 8 et la 9, sur l'utilisation des techniques d'entretien des locaux et du matériel, mais aussi sur le repérage et le traitement des anomalies de dysfonctionnement en lien avec cet entretien des locaux. Le bloc 5 permettra le travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins et à la qualité de gestion des risques. 2 compétences. La compétence 10, rechercher, traiter, transmettre, quel que soit l'outil, les modalités de communication. Et la compétence 11, qui sera autour de l'organisation de son activité, de la coopération au sein d'une équipe pluriprofessionnelle. Tous les modules vus précédemment bénéficient d'une validation sous différentes formes, écrite et orale, en simulation, en pratique. Elles disposent toutes d'une note sur 20. Pour valider les modules, l'élève doit avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Néanmoins, il existe des compensations de notes entre les modules du même bloc si celles-ci sont supérieures ou égales à 8 sur 20. Toutes les compétences sont à valider, également sur le versant pratique en stage. En cas d'échec, pour chaque module, une épreuve de rattrapage est prévue au cours de la formation. Pour les stages, un rattrapage est possible au mois de septembre si toutes les compétences ne sont pas validées. Pour les parcours complets, il y a 4 stages obligatoires, 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines dit pré-professionnel. Tous les secteurs peuvent être représentés, mais il y aura au moins un stage en psychiatrie et un stage en gériatrie. C'est l'institut qui gère l'affectation en stage, l'élève n'a donc pas à trouver son lieu de stage. Les stages peuvent se dérouler sur le CHU de Lille, mais pas que. Nous avons également des terrains de stage en extra-hospitalier. Les parcours partiels, quant à eux, auront un parcours de stage qui pourra être allégé selon le parcours, en 2 ou 3 stages. Tous les stages sont évalués par le responsable de l'encadrement de l'élève sur le lieu de stage. Cette évaluation est certifiée par une infirmière ou un cadre de santé. Le stage ne sera validé que si au minimum 90% du stage a été réalisé. Sur l'ensemble des stages, les absences ne peuvent dépasser 10% de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération. Le dépassement de la franchise ne permet pas à l'élève d'être présenté au jury du diplôme d'État. Pour passer le diplôme d'État, il faut avoir répondu aux conditions de validation des différents blocs de compétences, ne pas avoir dépassé sa franchise, comme vu précédemment, et présenter l'ensemble de son jury à un jury final pour la certification. En cas d'échec, lors de cette présentation, l'élève garde le bénéfice des unités de formation validées, donc ses notes, et la possibilité d'obtenir un unique redoublement sous réserve de l'accord de l'équipe pédagogique et de la direction. Je vous remercie.